cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Melasria et aujourd'hui je vais vous parler de la procrastination chez les singuliers. La procrastination, qu'est-ce que c'est ? C'est la tendance à remettre toujours un peu au lendemain, à décaler l'échéance quand on a quelque chose à faire. Et ce sujet concerne pas mal les singuliers, on va le voir, mais aussi est très fréquent à certains âges et plus qu'à d'autres. C'est-à-dire que souvent, on observe que quand on est jeune, enfant, jeune, on a une plus grande tendance à la procrastination. Donc, vous allez voir que ça va pas mal concerner ce que je vais dire, vos enfants peut-être, ou vous-même si vous êtes dans la fleur de l'âge, dirons-nous. Et avec les années, ça tend un petit peu à disparaître parce qu'on rentre dans le cadre et généralement, il y a qu'à voir si vous avez déjà essayé de mettre à plus tard le paiement de vos amendes, de mettre à plus tard la déclaration de vos impôts. Vous avez pu vous rendre compte que c'était quand même pas mal d'être dans les temps. Donc en fait, avec la structuration de la vie, etc., les délais, les exigences, le fait de rentrer quand même dans un cadre assez ancré fait que on peut moins faire ce qu'on veut avec le temps, reporter les choses. Mais pourquoi ? Fondamentalement, les singuliers ont tendance à procrastiner. Alors déjà, la première chose, le premier sujet, c'est l'ennui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est singulier, on est intense. Donc on aime bien être stimulé. Et quand un truc nous emmerde, on va avoir tendance à se dire « j'ai pas envie, quoi ». Et comme on cherche la stimulation, quelque chose qui va nous intéresser, le fait de pas avoir envie de faire quelque chose, le fait de la perspective que ça puisse nous ennuyer, ça va faire qu'on va pas avoir envie d'y aller. Donc notre intensité, on va pas vouloir la mettre dans le sujet. Ça, c'est un premier élément et vous comprenez pourquoi, quand on est enfant, ça nous concerne plus, puisqu'il y a beaucoup de sujets à l'école, généralement, qui sont peu intéressants, peu stimulants pour un singulier. S'il faut apprendre une leçon par cœur sans réfléchir, s'il faut faire des exercices ennuyeux, par rapport au fait d'apprendre des sujets hyper intéressants et d'être passionné par autre chose, l'enfant singulier va se dire « j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose ». Donc, il va lui falloir de l'énergie qui soit dans sa zone d'effort pour faire ce qu'il a à faire. Donc la stratégie d'évitement, ça va être de procrastiner, ça va être de retarder l'échéance, de se mettre dans une situation qui est plutôt très ennuyeuse. Et à l'inverse, quand il y a une stimulation, une envie très très forte sur un sujet qui est passionnant, là généralement le singulier ne procrastine pas parce que ça l'intéresse. Donc là c'est vite, tout de suite, j'ai envie de faire, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'y être, et très vite le besoin de faire la chose en question, ce qui fait que c'est toujours une procrastination sélective, en fonction des thématiques. Ça, c'est un premier thème qui est important. Et il y a un autre sujet qui fait procrastiner les singuliers, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire que quand on est singulier, généralement, on est quelqu'un d'intense, donc on va creuser les sujets, on va voir tous les dysfonctionnements, on va voir tous les problèmes, et on va avoir tendance à voir un sujet dans sa globalité. Y compris quand on est un artiste et quand on est quelqu'un avec une dimension artistique très forte, avec un sens de la vue développé, on va avoir tendance à voir les détails, les choses qui ne vont pas assez vite, et ça va être insupportable, parce que quand on est singulier, on voit bien ce qui va pas. Parfois, on aimerait ne rien voir. Et donc, faire quelque chose d'imparfait, quelque chose qui ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait, parce que on va très loin en termes d'image et en termes de vision, ça peut être un petit peu compliqué. Et ce perfectionnisme, cette tendance à avoir la plus haute, le perfectionnisme chez le singulier, je le traduirais par le fait d'avoir, le résultat le plus optimum et le plus conforme à la vision. Et comme la vision est très haute, comme il y a beaucoup d'intensité, comme il y a un sens du détail qui est assez affûté quand on est singulier, vous vous rendez compte qu'atteindre cette vision, c'est compliqué. Donc, si vous avez une vision d'un projet, aller jusqu'à ce degré de perfection quand vous réalisez votre projet, ça va vous demander beaucoup de travail. Et ça peut donner envie de procrastiner, c'est-à-dire de se dire waouh, j'ai un morceau énorme, voilà ce que je dois faire, c'est beaucoup de choses et je ne vais pas le livrer sans cet état-là de perfection. Donc si je refais ma maison, cette maison, il faut qu'elle soit
parfaitement faite comme moi j'ai envie de la faire. Et donc, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va retarder l'échéance parce qu'en fait, ça va vous épuiser parce que quand même, l'air de rien, on a beau être singulier, on est quand même intense et on aime que les choses aillent vite. Donc, la difficulté, c'est de gérer l'écart entre la vision très élevée de ce qu'on veut faire et notre capacité de réalisation dans la vraie vie, concrètement, opérationnellement, qui, elle, prend plus de temps. Donc, ça va aussi ennuyer très vite le singulier, parfois le démoraliser. Vous pouvez vous dire, purée, je vais jamais y arriver, en fait. Je n'arriverai pas à atteindre cette vision. Et au final, il peut y avoir un sentiment d'échec parce que vous allez jamais faire ce que vous avez vraiment eu l'envie de faire et ça va prendre plus de temps que ce que vous imaginiez. Ça, c'est une autre raison de la procrastination chez les singuliers. Il y a un autre élément, c'est aussi la peur de l'échec, c'est-à-dire que je vais faire parfait parce que j'ai peur de me planter. Donc il faut que je fasse le plus parfait possible. Donc en fait, ça rejoint un petit peu le perfectionnisme, mais là la stimulation, c'est pas la plus haute vision du résultat, que ça corresponde à vraiment ce qu'on a envie de faire, mais plus je ne veux pas qu'on me prenne en défaut, je ne veux pas mal faire. Et donc, je vais aller chercher la perfection pour satisfaire quelque part les autres et que je ne sois pas en situation d'échec. Donc ça, évidemment, ça demande énormément de travail et c'est aussi une des raisons qui peut pousser à la procrastination. Il y en a une autre, c'est la surstimulation, c'est-à-dire le fait de quand on est singulier, vous savez, on est intense et donc, comme je le dis très souvent, cette intensité, elle veut être stimulée. Donc, elle va chercher la stimulation en permanence. Donc, l'ennui, c'est horrible pour un singulier parce que là, c'est mon Dieu, le réservoir d'intensité, il est vide. Là, remplissez-le, s'il vous plaît. Et donc, des stratégies pour être stimulé quand on est singulier, ça va être de faire plusieurs choses en même temps. Donc, d'attaquer plein de sujets passionnants en parallèle. Et donc, tant que c'est passionnant, quand on déchiffre, le singulier, il va avoir tendance à vouloir découvrir, explorer. Donc, j'explore plein de sujets en parallèle, ça me stimule, etc. Mais bien souvent, et ça, c'est quelque chose qui remonte pas mal au sein des organisations, c'est que je ne vais au bout de rien. Pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que il y a la vision très haute, il y a l'envie d'apprendre, donc ça c'est génial, j'explore, donc je prends plein de trucs en parallèle, mais pour aller au bout de la réalisation, pour passer de l'idée à l'action, ça peut être un peu plus ennuyeux. Et souvent, pour certains profils de singuliers, dès qu'ils ont compris, ils sont sur plein de sujets, ils ont appris, ils ont compris, après, il n'y a plus de stimulation. Quand il faut faire, quand c'est un peu plus, on va dire, opérationnel, ça les intéresse plus. Donc, ils peuvent avoir tendance à se défausser et à ne pas faire ce sur quoi, par exemple, ils s'étaient engagés. Et ça, c'est un souci, c'est le fait d'aller ouvrir plein de dossiers. Imaginez qu'il y a plein de dossiers qui sont ouverts en parallèle, mais aucun n'est fini, en fait. Et ça, c'est frustrant parce que quand c'est dans sa vie personnelle, on peut être, à faire plein de premières années d'études, plein de thématiques, d'apprendre, mais de rien transformer de manière concrète, par exemple en compétences ou par exemple en projet réalisé. Et ça, c'est aussi un des travers, entre guillemets, du singulier, c'est vraiment d'arriver à transformer l'idée en action, en projet concret et mis en place. Et plus vous avez une créativité importante et une vision très haute des sujets, plus la mise en œuvre va être compliquée pour vous. Et ça peut être un facteur, justement, de procrastination, c'est-à-dire de se dire je ferai ça plus tard parce que ça me stimule plus, je vais aller sur un autre dossier ou un autre sujet et puis je verrai ça plus tard. Et vous avez aussi le cas où peut-être pour certaines personnes, ça va être que vous avez pris trop de choses. Parce que je vous rappelle quand même que les singuliers sont aussi des profils très empathiques et c'est des profils qui peuvent avoir tendance à prendre la cape du sauveur. Donc si le collègue ou si l'ami ou si votre épouse ou si votre enfant n'arrive pas à faire certaines choses, vous pouvez les prendre pour vous et dire moi je vais faire. Parce que je vais te sauver, je suis empathique, je vois que tu es en difficulté, je vais faire. Même si votre besace est déjà remplie. Et donc, vous allez faire pour les autres. Et ça aussi, ça peut être un facteur, ce côté empathique où vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un, vous pouvez pas techniquement faire parce que vous vous êtes trop engagé, vous avez pris trop de choses, mais vous n'osez pas dire à la personne je peux pas faire, c'est trop compliqué, j'ai des choses à faire moi de mon côté et je n'arrive pas à te livrer ce que je t'avais promis. Et ça peut être un facteur de procrastination, c'est-à-dire ça je ferai ça plus tard, mais en même temps, ça peut être aussi un facteur d'évitement parce que vous allez probablement éviter les personnes auprès desquelles vous vous êtes engagé parce que vous n'allez pas forcément assumer le fait de ne pas livrer et vous n'allez pas oser dire à la personne je ne peux pas faire, c'est trop compliqué pour moi.
Donc ça, c'est des raisons à voir si vous êtes concerné par l'une plus que par l'autre, qui expliquent pourquoi la procrastination est très fréquente chez les profils singuliers. Et si c'est une tendance que vous avez, alors comment vous pouvez faire ? Alors déjà, faut prendre quelque chose qui est important, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Donc votre vision idéale, votre haute vision des sujets, votre haut degré des exigences, généralement, sauf à ce que vous soyez Steve Jobs et que vous ayez une vision du nouvel iPhone et que vous n'ayez aucun compromis sur la qualité de ce qui va être livré, sachez que, généralement, votre niveau d'exigence, il est bien au-delà de ce que les gens attendent. Il est bien au-delà de ce que les autres peuvent recevoir. Donc, c'est quelque part presque, comme je dis souvent, un singulier, souvent, c'est son pire bourreau. C'est-à-dire qu'il va s'imposer des choses, une exigence énorme, un niveau de perfection énorme qui est pas forcément attendu ou qui est pas forcément, on va dire, même réalisable. J'ai presque envie de vous dire réalisable. Donc, la première chose à faire, et à mon sens, c'est vraiment important, c'est de travailler sur votre niveau d'exigence, votre niveau de perfectionnisme. C'est-à-dire comprendre que le vôtre n'est pas le même que celui des autres. Et pour ça nécessite de devoir un petit peu parfois, tout dépend encore une fois des sujets évidemment, je vous dis pas arrêtez d'être la personne exigeante que vous êtes, c'est très bien d'être exigeant, mais choisissez vos combats, choisissez les endroits où vous allez mettre votre intensité, où vous allez choisir d'être perfectionniste. L'exemple de Steve Jobs, je vous l'ai donné tout à l'heure, mais je vous donne un exemple, si vous êtes dans quelque chose qui est important pour vous, par exemple la décoration de votre chambre, vous allez avoir quelque chose qui doit vous correspondre, vous allez peut-être être plus exigeant envers ça qu'envers d'autres sujets. Mais parfois, et ça c'est un autre point qui est important à souligner, c'est que parfois, votre niveau d'exigence, en tout cas la demande, elle vient de quelqu'un de l'extérieur. Et la personne, vous pouvez vous poser cette question, c'est quelles sont ses attentes ? Parce que bien souvent, vos attentes, votre exigence est supérieure à l'attente de ces personnes-là. Donc, vous allez peut-être parfois faire quelque chose d'extrêmement abouti, d'extrêmement pensé, d'extrêmement parfait dans votre monde à vous, mais qui n'est absolument pas ce que la personne vous demandait. Donc, vous pouvez même vous retrouver dans une situation où vous avez énormément travaillé, un peu procrastiné, vous vous êtes mis la rate au courbouillon en vous disant « bon, faut que je fasse ça de telle manière ». Vous donnez la chose et la personne, elle dit « ouais, super » et puis elle passe outre. Parce qu'elle sait pas l'énergie que vous avez mis, elle sait pas à quel point vous êtes allé loin dans ce que vous avez fourni. Mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne s'y attend pas, parce qu'elle n'est pas aussi intense que vous. Donc, quand votre perfection vous titille et que vous sentez que vous voyez tous les paramètres et que vous êtes quand même dans cette exigence élevée, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire avec un niveau plus bas quelque part? Renoncer quelque part à votre perfectionnisme. Et encore une fois, je vous dis attention, je vous parle de choisir vos sujets. Je vous parle pas de sujets qui vous tiennent à cœur dans lesquels votre niveau d'exigence, il est important parce que c'est ce qui va faire que vous allez donner le meilleur de vous-même. Mais vous pouvez pas donner le meilleur de vous-même et être dans ce niveau de perfectionnisme en permanence sur tous les sujets. Donc choisissez vos combats, choisissez vos sujets et vérifiez les attentes des autres en face de vous. N'allez pas, alors il y a une expression en français qui dit donner de la confiture au cochon, ne pas donner de la confiture au cochon. Je serais pas aussi péjorative parce que les gens, voilà, c'est pas qu'ils sont, c'est pas que c'est des cochons, c'est juste qu'en fait ils s'attendent pas à ce que vous leur livrez, ils vous le demandent même pas. Et vous, quand vous livrez, vous dépassez des attentes qui ne sont même pas là. Donc vous risquez la déception et vous risquez l'épuisement. Donc vérifiez ça aussi dans les conseils que je peux vous donner par rapport à cette tendance à procrastiner. Et puis bien évidemment, quand vous avez cette vision haute de vos sujets, quand vous avez ce puzzle très dense, confrontez ça à la réalité. Donnez-vous des objectifs qui sont réalistes. J'ai envie de vous dire, redescendez sur terre. La vision, c'est super. Le perfectionnisme, c'est génial. Mais quand c'est confronté à la réalité, c'est douloureux. C'est ce qui fait que vous procrastinez, parce que vous décalez l'échéance. Vous voyez à quel point c'est compliqué de mettre en œuvre ce que vous avez dans votre tête. Et ouais, on est limité sur cette planète. On a des mains, des jambes, et forcément, quand on est confronté, ce qui se passe dans notre tête, notre esprit
c'est génial. Mais quand il faut le concrétiser, on est confronté à tous les obstacles qu'on a en tant qu'être humain, fait de chair et d'os. Et ça, ça fait partie de la vie. Donc, ne soyez pas, soyez indulgents avec vous-même et sachez, quand vous avez une vision, vous donner des objectifs qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui sont possibles à mettre en place concrètement. Ça peut être de saucissonner les choses, c'est-à-dire de dire, parce que comme vous allez avoir une vision généralement globale du sujet, vous allez avoir tendance à voir les choses de manière holistique. Donc, attaquer tous les fronts en même temps. Je vous prends l'exemple de la maison, c'est l'exemple qui me vient en tête. Vous voulez rénover une maison, vous cassez tous les murs et votre maison, elle est vide. Peut-être qu'une approche, ça peut être de dire, je vais commencer par le plus important, donc je vais prioriser. J'ai cette vision où je veux faire le toit, je veux faire la chambre, je veux faire une dépendance quelque part. Mais ce que je vais faire en priorité, c'est que je vais m'intéresser, par exemple, à la chambre et au salon, parce que c'est et la cuisine, parce que c'est ce qui est le plus prioritaire, ce qui est le plus important. Et je vais saucissonner ce que j'ai dans la tête et je vais commencer par un objectif qui est réaliste. Et ensuite, je passerai à l'étape suivante et ensuite, je passerai à l'étape suivante. Donc ça peut être une aide, le fait de se donner des objectifs réalistes et d'essayer, je dis saucissonner parce que si vous imaginez que votre vision, c'est un grand nuage ou un grand saucisson, pardon pour l'image, mais c'est l'expression française qui veut ça, ce grand objet, cette grande idée, je vais la couper en petits morceaux. Et les premiers morceaux, je vous conseille de faire en sorte qu'ils soient faciles à mettre en place. Parce que quand vous allez réaliser votre première étape, vous allez être motivé pour faire la suite. Si tous les chantiers sont ouverts et que vous allez sur tous les chantiers en même temps, vous allez être démoralisé. Ça va être compliqué. Je dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire, mais ça va être compliqué. Donc, assurez-vous de saucissonner, d'ouvrir certains sujets et de laisser les autres fermés en attendant que vous puissiez clôturer un sujet pour en ouvrir un autre. N'ouvrez pas tout de front. Ça, c'est vraiment une caractéristique de singulier. C'est, je vous dis, la surstimulation. J'ouvre tout en parallèle et je suis sur tous les fronts en parallèle. Et puis, au final, je ne délivre rien. Je fais rien. Parce que c'est logique, si vous ouvrez 100 chantiers en parallèle, c'est compliqué d'arriver au bout de l'un, parce que qu'est-ce qui va vous faire choisir l'un plutôt que l'autre? Parce que vous êtes toujours en train d'être stimulé par ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est un point important. Et puis, un autre point qui est assez récurrent, c'est le respect de vos engagements. Parce que vous pouvez vous engager auprès de personnes, vous retrouver à vous rendre compte que l'étendue du chantier est bien plus important que ce que vous aviez prévu et que vous n'êtes pas en capacité de faire dans les temps en étant satisfait de la qualité de ce que vous avez faire. Donc, le fait de respecter votre engagement, c'est le fait de considérer que vous vous êtes, si c'est le cas en l'occurrence, engagé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une structure, vis-à-vis de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de votre entreprise ou de votre manager. Et si vous vous êtes engagé, bien la personne, elle attend quelque chose. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de devenir maître de son temps, du temps. C'est-à-dire, c'est OK de décaler une échéance, mais il faut affronter la discussion. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez inscrire le sujet dans le temps. Parce que si vous dites à quelqu'un que vous allez rendre quelque chose sous 2 semaines, la personne, elle s'attend à ce que ce soit rendu sous 2 semaines. Et si c'est pas sous 2 semaines, et si c'est sous 1 mois et demi, vous avez eu une parole, vous avez eu un engagement. Donc, il faut revenir sur cet engagement et c'est OK de proposer une date de décalage de ce que vous aviez prévu initialement. Il vaut mieux affronter, parce que je sais que parfois, il peut y avoir une stratégie d'évitement et de fuite, il vaut mieux affronter la personne et revoir un engagement parce que c'est factuel, plutôt que de fuir et de procrastiner et de ne jamais rendre. Ou que la personne en face de vous, elle se dit mais pas de son, pas d'image. Ça, je l'ai entendu malheureusement dans des cas, dans des organisations où en fait la pression que peut se mettre un singulier, sa difficulté à gérer son niveau de perfectionnisme et d'inscrire ça dans le temps, de gérer son temps, peut faire qu'en fait vous pouvez fuir et vous pouvez éviter la confrontation parce que vous savez pas gérer. Donc, n'hésitez pas à expliquer, assumer vos décalages, essayez de les conscientiser et puis restez pas seul avec votre fardeau parce que cette intensité-là, ça peut devenir vite un fardeau si vous êtes seul à le gérer et si vous n'arrivez pas à l'ancrer dans le temps.
Et donc, n'hésitez pas, ça c'est un autre point et c'est le dernier point sur lequel je voulais partager aussi avec vous, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Généralement, les singuliers, ils ont une particularité, c'est qu'ils font tout seuls. Ils sont très indépendants, très autonomes. Forcément, l'intensité, l'autostimulation, l'indépendance d'esprit fait que je vais me débrouiller tout seul parce que si je demande à quelqu'un de m'aider, ça va prendre 4 fois plus de temps que si je le fais moi-même. Donc, je vais faire moi-même comme ça. J'ai pas besoin d'être frustrée, d'attendre que la personne me délivre le truc ou qu'elle me réponde. Ça va beaucoup plus vite tout seul. Et cette qualité, parce que c'est une qualité d'être autonome, d'être indépendant et de pouvoir avoir l'impression de pouvoir se débrouiller tout seul, ça devient un fardeau quand on est submergé, quand on n'arrive pas à gérer son temps et quand on a beaucoup de choses en parallèle et une charge importante. Donc n'hésitez pas, vous savez, le point le plus... ce qu'on me remonte beaucoup quand on me parle des singuliers, c'est qu'en fait, ils demandent pas d'aide, on sait pas. On sait pas ce qui se passe, ils disparaissent, on les entend plus, ils se replient sur eux-mêmes. Moi, c'est ce que les gens qui sont pas singuliers me remontent en disant, mais du coup, on comprend pas pourquoi il délivre pas, on comprend pas pourquoi il est plus là, on comprend pas pourquoi il répond pas. Donc, il y a cet effort à faire parfois, et puis cette forme d'humilité, et qui, encore une fois, j'insiste, compliqué quand on est singulier, c'est de ne pas hésiter à demander parce que vous n'êtes pas seul et les autres peuvent vous aider à faire redescendre votre niveau d'exigence et à vous faire relativiser votre vision en vous offrant un autre point de vue. Donc, soyez pas rigide dans votre approche. Parfois, vous pensez avoir raison, c'est une façon de faire, mais les personnes autour de vous peuvent vous aider à avoir un autre point de vue, à vous donner une autre perspective. Justement, en vous disant, mais te prends pas la tête là-dessus. Ah mais non, mais te tracasse pas. T'as juste à faire ça, et puis c'est bon. Ça me suffit largement. Je serai très content ou très contente avec ça. Et si la personne vous dit ça, ça vous décharge de tout votre poids, de votre exigence, de la pression que vous pouvez vous mettre ou autre. Donc, n'hésitez pas, c'est un des points, je sais, qui ne pas être évident quand on est singulier, mais croyez-moi, il y a beaucoup plus de personnes que ce que vous pensez qui sont prêtes à vous aider et qui seraient contentes et heureuses de le faire parce que elles attendent que ça. Elles savent que vous vous débrouillez tout seul. Souvent, elles se disent, cette personne-là, elle est inatteignable, elle est dans son monde, elle est pas sociable ou autre. Et si vous arrivez à faire ça en tant que singulier, je vous assure à dire, mais là, c'est un peu compliqué ou c'est trop pour moi, est-ce que tu peux m'aider sur ce point-là, etc. Ça peut vraiment vous décharger et ça peut vraiment vous aider à vider un peu votre fardeau et à le partager avec les autres parce qu'il y a plus de personnes que ce que vous pensez qui sont prêtes à vous aider. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte. Chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.